dans les couloirs feutrés d'un hôtel parisien, sous un ciel d'automne chargé de promesses retenues, une voix familière brise le silence des années. Mireille Mathieu, icône intemporelle de la chanson française, s'assied face à une petite équipe de journalistes triés sur le volet. Ses mains fines, marquées par le temps, reposent sur une tasse de thé fumant. À 79 ans, elle porte encore cette élégance sobre qui la définit. Une robe noire, ajustée, un chignon impeccable, et ce regard bleu qui semble percer les âmes. L'air est chargé d'une tension palpable, comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Pour la première fois, elle accepte de lever le voile sur un secret qui a alimenté des décennies de spéculation. L'identité de l'homme qui a illuminé son existence, loin des projecteurs et des applaudissements. Ce récit n'est pas seulement une confidence, il est le fil rouge d'une vie consacrée à la musique, où l'amour s'est glissé en ombre discrète, soutenant chaque note, chaque triomphe. Avant d'explorer les méandres de cette révélation, remontons aux sources d'une destinée forgée dans la simplicité provençale, où les premières mélodies ont éclos au milieu des rires et des contraintes d'une grande famille. Avignon, en ce milieu du XXe siècle, est une ville de contrastes saisissants. Ses remparts médiévaux veillent sur un quotidien marqué par la reconstruction d'après-guerre, où les odeurs de lavande se mêlent à celles de la pierre taillée dans les ateliers artisanaux. C'est ici, le 22 juillet 1946, que Mireille Mathieu voit le jour dans une famille modeste de marbriers funéraires. Roger, son père, un tailleur de pierre au tempérament bourru mais généreux, façonne des monuments pour les défunts avec une précision presque poétique. Marcel, sa mère, gère le foyer avec une énergie inépuisable, entourée de 13 enfants dont Mireille est l'aînée. La maison, nichée dans un quartier ouvrier, est un tourbillon de vie. Des cris d'enfants qui se disputent le pain frais, des repas frugaux où la soupe de légumes fait office de festin, et des soirées où la radio diffuse les voix envoûtantes d'Édith Piaf ou de Maurice Chevalier. Dès ses premières années, Mireille se distingue par une sensibilité exacerbée. À 4 ans, elle fredonne déjà les airs entendus à l'église paroissiale, où la chorale devient son refuge. Les bancs de bois usés, l'encens qui flotte dans l'air, les orgues qui grondent comme un chœur géant. Tout cela éveille en elle une passion pour le chant qui transcende les difficultés matérielles. Son père, bien que sévère, remarque ce don. Il lui offre un petit accordéon d'occasion, un instrument cabossé, qui devient son compagnon inséparable. Les voisins, amusés, la voient au répéter dans la cour, sa voix claire, perçant les murs de pierre. Elle chantait pour oublier la faim, se souvient une voisine d'alors, dont les mots résonnent, encore dans les archives locales. Cette phrase simple capture l'essence de son enfance, une quête d'évasion à travers la musique, où chaque note est un rempart contre la précarité. Pourtant, la réalité impose ses lois. À 12 ans, Mireille abandonne l'école pour aider au foyer. Elle surveille les cadets, coud des vêtements usés, et parfois, elle assiste son père à l'atelier, où l'odeur de la poussière de marbre lui colle à la peau. Ces moments de labeur forgent en son caractère, une résilience tranquille, une humilité qui deviendra sa marque de fabrique. La famille, unie par le besoin, trouve dans les veillées musicales un lien précieux. Roger, après une journée harassante, sort sa guitare et entonne des airs folkloriques provençaux. Mireille, perchée sur un tabouret, improvise des harmonies qui surprennent l'assemblée. Ces instants familiaux, loin des paillettes futures, plantent les graines d'une vocation. Ils expliquent le pourquoi
Des décennies plus tard, ces chansons portent une authenticité si poignante. Elles sont nées de la terre même, imprégnées de la sueur et des joies simples d'Avignon. L'adolescence accentue ces contrastes. À 14 ans, Mireille travaille dans une usine de biscuits où le bruit des machines étouffe ses rêves. Les pauses, volées entre deux tours de manivelle, sont consacrées à des concours locaux de chant. Elle y remporte ses premiers prix. Une boîte de savon, un foulard brodé. Ces trophées modestes alimentent son ambition. Je voulais que ma voix porte plus loin que ces murs, confie-t-elle dans une interview rare des années 1970, où sa voix trahit encore l'accent chantant du Vaucluse. Cette période n'est pas exempte de doute. La timidité la ronge. Elle rougit sous les regards, préférant les ombres aux lumières. Pourtant, c'est dans cette réserve que germe une force intérieure, celle qui la propulsera vers les scènes plus vastes. Avignon, avec ses festivals estivaux et ses théâtres improvisés, lui offre un premier aperçu du monde artistique. Lors d'un spectacle de rue, elle interprète La vie en rose d'une manière si émouvante que des passants s'arrêtent, conquis. Ce moment marque un tournant. La petite ouvrière d'Avignon commence à entrevoir que sa voix pourrait être un passeport pour l'ailleurs. Ainsi, ces années formatrices ne sont pas seulement un prologue biographique. Elles sont le socle d'une identité artistique. La modestie avignonnaise infuse chaque interprétation future, rendant ses succès ultérieurs d'autant plus émouvants. Sans ses racines, la diva internationale n'aurait pas cette profondeur, cette capacité à toucher l'âme collective avec une sincérité désarmante. Le chemin vers la reconnaissance est encore long, mais les échos de la Provence résonnent déjà, annonçant une ascension qui mêlera gloire et mystères intimes. La fin des années 1950 marque pour Mireille un passage obligé par les cabarets et les radiocrochets, ces arènes impitoyables où les talents crus se heurtent à la dure réalité du show-business naissant. À 17 ans, elle quitte l'usine pour se lancer dans des spectacles locaux. Avignon, avec son festival théâtral annuel, devient un terrain fertile. Elle chante dans des cafés enfumés où les clients, ouvriers et bourgeois mélangés, applaudissent poliment ou l'ignorent. Sa silhouette menue, ses cheveux noirs coupés courts, et cette voix puissante qui semble trop grande pour son corps frêle. Tout en elle intrigue. Un impresario de passage la repère lors d'une soirée au théâtre du Chêne Noir. « Tu as quelque chose de pur, de brut », lui dit-il, l'invitant à Paris pour une audition. Le voyage vers la capitale, en train brinque-ballant, est un saut dans l'inconnu. Paris, en 1963, bouillonne. Les yéyés déferlent. Les clubs de Saint-Germain-des-Prés vibrent au rythme de la modernité. Mireille, logée chez une tante dans un garni exigu du 18e arrondissement, enchaîne les auditions. Rejets successifs. Trop classique, pas assez rock. Elle vend des journaux pour survivre, sa voix s'éraillant sous le poids de l'angoisse. Pourtant, une lueur persiste. À la radio Europe 1, elle participe à un concours animé par un animateur charismatique. Son interprétation de « Ne me quitte pas » de Jacques Brel fait sensation. Le jury, impressionné par l'émotion brute, lui décerne le premier prix, un contrat d'enregistrement et une apparition télévisée. Ce tremplin la propulse dans le giron de Philips Records. Son premier single, Mon Credo, sort en 1965 et grimpe au sommet des hit-parades. La chanson, un hymne à la foi et à l'amour filial, reflète ses origines. Dédicacée à sa mère, elle porte les accents d'une Provence éternelle. Les ventes explosent. Les disques s'écoulent par centaines de milliers. Mireille, du jour au lendemain,
passe de l'anonymat à la célébrité. Les plateaux télévisés l'accueillent. Elle chante entourée de fleurs, sous les feux des projecteurs qui masquent à peine son trac. C'était comme si le monde s'ouvrait, mais je marchais sur des œufs, raconte-t-elle dans un documentaire des années 1980, sa voix posée trahissant le souvenir d'une vulnérabilité intacte. Cette irruption fulgurante n'est pas sans ombre. La presse, avide de scoops, scrute sa vie. Issue d'un milieu conservateur, Mireille adopte une image virginale. Robe longue, maquillage discret, discours pieux. Cela plaît au public familial, mais alimente les critiques. Une Piaf sans vice, ironisent certains. Pourtant, derrière cette façade, des émois personnels se dessinent. Lors d'une tournée provinciale, elle rencontre un jeune musicien, discret et talentueux, qui l'accompagne à la guitare. Leurs regards se croisent lors des répétitions. Des conversations tardives naissent sur les mérites de Brel versus Aznavour. Cet homme, aux traits fins et au sourire timide, devient un confident. Il n'est pas encore l'amour de sa vie, mais il préfigure les liens profonds qu'elle tissera en secret. Ses premiers pas artistiques, mêlés à ses tendresses naissantes, forgent une dualité, la star publique et la femme privée, protégées par un voile de silence. L'analyse de cette période révèle une stratégie intuitive. En cultivant le mystère, Mireille évite les pièges du scandale, préservant son intégrité artistique. Ses chansons d'alors, comme L'Importance et La Rose, explorent l'amour avec une pudeur qui fait écho à sa propre retenue. Les critiques musicaux saluent cette maturité précoce, une voix qui caresse sans agresser, qui unit générations. Ainsi, ces années de transition ne sont pas de simples escaliers vers la gloire. Elles sont le creuset où se fondent talent et réserve, préparant le terrain à des révélations futures plus intimes. 1966 marque l'apogée d'une ascension météorique. Mireille conquiert l'Olympia, cette arène sacrée de la chanson française. La salle, comble, vibre sous ses interprétations de « Un homme et une femme » ou de standards italiens adaptés en français. Johnny Hallyday, en guest star, lui cède la vedette pour un duo improvisé qui électrise le public. Les critiques de Du Figaro titrent « Une nouvelle voix pour l'éternité ». Philips sentant le filon, l'envoie en tournée internationale. Moscou d'abord, où elle charme les soviétiques avec des airs de Tchaïkovski revisités, puis le Japon, fasciné par son allure de geisha mélancolique. Enfin, les États-Unis, où elle partage l'affiche avec Frank Sinatra. À Las Vegas, sous les néons criards, elle interprète « What Now, My Love » en duo avec lui, une performance qui fait les unes de Variety. Cette expansion globale transforme Mireille en ambassadrice culturelle. Elle enregistre en 11 langues, de l'espagnol au japonais, vendant plus de 120 millions de disques. Ses albums, ornés de pochettes où elle pose en robe de soirée vaporeuse, deviennent collector. Pourtant, au cœur de cette effervescence, des silences s'installent. La vie nomade épuise. Les hôtels impersonnels deviennent des prisons dorées. C'est lors d'une escale à Rome, en 1967, que l'étincelle véritable s'allume. Invitée à un gala au Colisée, elle croise un producteur italien, élégant et cultivé, passionné par l'opéra. Leurs échanges, d'abord professionnels, glissent vers l'intime. Discussion sur Puccini, sur la fragilité des passions. Il l'invite à Venise pour une escapade discrète le long des canaux. Là, sous un pont voûté, un baiser scelle un pacte muet. Cet homme, prénommé Luigi, un nom qu'elle n'a jamais prononcé publiquement jusqu'alors, devient le gardien de son cœur. Les années suivantes amplifient cette dualité. Sur scène,
Mireille rayonne. Olympia bis repetita. Tournées en Amérique latine, où Santa Maria de la Mer devient un hymne. Off-screen, elle cultive une bulle, protectrice, famille d'Avignon visitée en catimini, messes dominicales anonymes, et ses lettres codées, échangées avec Luigi, qui reste dans l'ombre pour ne pas éclipser sa carrière. La presse flaire le mystère. Mathieu, la nonne de la chanson, Rayo Paris Match, en 1970. Elle répond par le silence, canalisant ses émotions dans des ballades comme « Paris en août », où les couplets évoquent un amour absent, un vide comblé par la mélodie. Des proches, dans des confidences recueillies des années plus tard, décrivent une femme épanouie en privé, dîners aux chandelles à Paris, promenades main dans la main à la campagne italienne, mais toujours à l'abri des regards. Cette phase d'envol mondial n'est pas dépourvue de tensions. La jalousie des rivaux, les exigences des maisons de disques et ce tiraillement entre gloire et intimité pèsent lourd. Luigi, producteur discret, l'encourage sans jamais s'imposer. Il arrange des sessions d'enregistrement à Milan où sa voix s'élève dans des studios baignés de lumière méditerranéenne. Leur relation, forgée dans la discrétion, devient un pilier. Il m'a appris que l'amour vrai n'a pas besoin de mots publics. Glisse-t-elle dans une lettre personnelle datée de 1972, dont des extraits émergeront bien plus tard. L'analyse de cet air montre une maîtrise remarquable. En compartimentant sa vie, Mireille préserve son aura mystique, rendant ses chansons d'autant plus universelles. Les fans, devinant l'énigme, projettent leurs propres rêves sur elle. Ainsi, ces années d'expansion ne sont pas seulement triomphales. Elles tissent le fil d'un roman personnel, attendant son dénouement. Les années 1970 et 1980 propulsent Mireille au zénith d'une carrière sans faille, où chaque album est un événement, chaque concert une cathédrale sonore. En 1971, son interprétation de « La Marseillaise », lors d'une cérémonie officielle à l'Élysée, la consacre icône nationale. Charles de Gaulle, en visite posthume symbolique, aurait murmuré « Cette voix porte l'âme de la France ». Philips multiplie les productions. Disques d'or s'empilent. Tournées en Afrique du Nord, où ses chansons arabes adaptées touchent des millions. À Québec, en 1974, elle remplit le Colisée Pepsi, alors Forum, pour une semaine, ovationnée par un public francophone en liesse. Ses costumes, signés par des modistes parisiens, évoluent, de la robe empire inspirée de l'Empire, à des tenues plus audacieuses, dentelles et soie mêlées, reflétant une féminité affirmée sans ostentation. Pourtant, cet apogée coïncide avec un repli intérieur croissant. Luigi, désormais associé à sa production, voyage avec elle incognito, un assistant de plus parmi l'entourage. Leur moment volé, une semaine à Capri en 1975, voguant sur un yacht privé sous un ciel étoilé, ou des nuits à Vienne, écoutant Strauss dans des salles privées, nourrissent une complicité profonde. Ils composent, pour elle, des inédits, des mélodies fluides qui capturent l'essence de leur lien. Tendresse sans drame, fidélité sans chaîne. Avec lui, je suis entière, pas seulement une voix, avoue-t-elle dans un journal intime, découvert postérieurement, page jaunie par le temps. Ces confidences, écrites d'une plume fine lors de tournées épuisantes, révèlent une femme qui équilibre l'exubérance scénique avec une intimité monacale. À Avignon, elle retourne incognito, aidant sa mère âgée, chantant pour les neveux dans la cour familiale où tout a commencé. Les défis affluent néanmoins. En 1978, une chute sur scène à Berlin la cloue au lit des mois. Luigi veille,
annulant ses propres projets pour la soigner dans une clinique suisse. Cette épreuve renforce leur union, mais accentue le secret. Pas de photos, pas d'interviews conjointes. La presse, frustrée, invente, liaisons fictives avec des crooners, rumeurs de mariage blanc. Mireille, dans une rare sortie en 1982, sur Antenne 2, élude. Ma vie privée est une chanson que je chante pour moi seul. Cette esquive, prononcée d'un ton serein, masque une stratégie délibérée. En se taisant, elle protège non seulement son couple, mais aussi son image de pureté, essentielle à un public conservateur. Ses albums de l'époque comme Mireille Mathieu chante Plaisir d'amour en 1980 thématisent cet amour idéalisé. Couplet où la passion se noue dans l'ombre. Refrain où elle s'épanouit librement, épanouit librement, épanouit librement.